Donc, bonjour et bienvenue au 8e épisode du balado Affaires d'État des collines au tribunal, le balado du programme de droit et politique appliquée de l'État de l'Université de Sherbrooke. Je me nomme Clémence, je suis étudiante de 3e année au baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Je suis accompagnée de Maître Côté, docteur en droit et chargé de cours à forfait au baccalauréat en droit ainsi qu'au cycle supérieur de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, nous recevons la professeure Geneviève Cartier. Madame Cartier est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Sherbrooke, où elle y a elle-même fait son baccalauréat. Elle y enseigne et effectue ses recherches dans les domaines des fondements théoriques du droit et du droit administratif. Plus précisément, elle s'intéresse au pouvoir discrétionnaire de l'administration publique, sur le rôle des villes sur la scène internationale dans la perspective de la prérogative associée aux affaires étrangères et sur le rapport entre le droit administratif, le constitutionnalisme et la Charte canadienne des droits et libertés. Outre ses fonctions de professeure et de chercheur à l'Université de Sherbrooke, elle a également été, entre autres, doyenne par intérim de la faculté de droit en 2019, vice-doyenne déléguée aux actions structurantes en recherche et directrice du programme de doctorat. À l'extérieur du milieu universitaire, professeure Cartier a été directrice de la recherche de la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, mieux connue sous le nom de la commission Charbonneau, et présidente du conseil de la recherche de la commission de l'état d'urgence, aussi connue sous le nom de commission Rouleau. Cette année, elle a été nommée à la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux. Donc, sans plus attendre, nous souhaitons la bienvenue à notre invité. Bonjour, professeur Cartier. Bonjour. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous recevoir en studio pour cette balado-diffusion. Puis nous croyons que cette discussion-là va pouvoir intéresser plusieurs de nos auditeurs nous provenant tant du milieu politique que juridique. Merci de l'invitation. Donc, pour commencer, professeur Cartier, après vos études générales en droit, vous avez décidé de vous spécialiser dans le domaine du droit administratif. Pourquoi avoir choisi ce domaine de spécialisation? Le choix d'un domaine de spécialisation est souvent une question qui est en partie une question de coïncidence. Et dans mon cas, après les études de baccalauréat, j'avais déjà développé un intérêt plus grand pour le droit public et plus précisément pour la common law, la manière de raisonner de la common law, la créativité que permettait la common law m'intéressait beaucoup. Et j'ai fait des études de maîtrise à l'Université de Cambridge en Angleterre et un des cours que j'ai suivi, c'est un cours de droit administratif. Donc, on avait 4 cours à choisir. Et le professeur qui nous enseignait, qui est devenu ensuite le recteur, en fait, de l'Université de Cambridge, était un homme absolument formidable qui rendait son cours tellement intéressant, ce qui est difficile à croire pour ceux qui ont fait des études de droit et qui ont fait du droit administratif, parce qu'on a toujours un peu de difficulté à convaincre les étudiants que c'est un cours intéressant. Alors, j'ai vraiment été fascinée par le droit administratif. Et en revenant, le hasard a voulu qu'il y avait des espaces pour que je puisse enseigner ce cours-là. Donc, mes intérêts ont croisé l'opportunité de l'enseigner. Puis ensuite, j'ai un collègue qui est maintenant à l'Université de Montréal, il est à la retraite maintenant, mais il a été longtemps à la faculté, Luc Tremblay, qui a beaucoup discuté avec moi de théorie du droit. Et ça m'a petit à petit amené à m'intéresser aux travaux du professeur David Deisenhouse, avec qui j'ai fait mon doctorat à l'Université de Toronto plus tard. Donc, tous ces éléments-là se sont imbriqués, se sont succédés pour faire émerger, faire consolider et faire croître, en fait, mon intérêt pour le droit administratif. Merveilleux. Merci beaucoup pour cette réponse. Professeur Cartier, j'ai personnellement eu un intérêt fascinant envers votre carrière. Vous avez dirigé une part de mes propres études de doctorat. Je vous écoute en tant que professionnel, en tant que jeune docteur, et j'ai l'impression de bien humblement chercher à marcher dans vos pas. Vous témoignez de votre affection pour la common law et moi pour le droit civil. Notre amour est-il encore possible? Mais malgré tout, au-delà de ces belles considérations théoriques, vous avez été directrice de la recherche pour la célèbre commission Charbonneau.
Parlez-nous-en davantage, s'il vous plaît. Quelles étaient vos fonctions et pouvoirs? Comment se déroulait une journée typique de la directrice de recherche de la commission? Comment vos travaux, largement, ont-ils participé à l'accomplissement du mandat de cette commission? Et qu'est-ce qui, dans les grandes lignes, selon vous, distingue et caractérise vraiment le travail au sein d'une commission d'enquête par rapport à celui au sein d'autres organismes administratifs plus classiques? La commission Charbonneau est arrivée dans ma carrière un peu comme le choix du droit administratif. C'est un concours de circonstances. Quand la commission a été créée à l'automne 2011, je n'étais pas du tout préparée à occuper ce genre de poste-là. Et un des commissaires, le professeur Roderick MacDonald de l'Université McGill à ce moment-là, a communiqué avec moi au début de l'année 2012 pour me demander si j'étais intéressée à occuper la direction de la recherche de la commission. Mon réflexe dans ces situations-là, c'est toujours de me dire que je ne serais pas capable de le faire. Alors, ma première réaction, ça a été de me dire pourquoi est-ce que je risquerais un échec en allant travailler à la commission Charbonneau. Et puis, finalement, de fil en aiguille, le professeur MacDonald m'a convaincu de tenter l'expérience. Et donc, j'ai occupé au sein de la commission la fonction de direction de la recherche. Et pour beaucoup de gens, d'abord, les commissions d'enquête, c'est un peu nébuleux, puis c'est encore plus nébuleux, la direction de la recherche au sein d'une commission d'enquête. Alors, qu'est-ce que ça fait une directrice de la recherche? Dans le cadre de la commission Charbonneau était une commission qu'on dit hybride, c'est-à-dire qu'elle avait, d'une part, une fonction d'identifier des stratagèmes de corruption, de collusion, qui impliquait une partie empirique avec des témoins qui venaient expliquer ce qui s'était passé dans les dernières années. Et il y avait dans le mandat de la commission aussi un mandat de recommandation. Comment faire pour éviter que les événements qu'on avait constatés se reproduisent dans l'avenir? Le rôle de la recherche dans une commission d'enquête hybride est double. Le premier, c'est de soutenir le travail de la partie plus juridique ou plus empirique du travail de la commission. Par exemple, très concrètement, si on cherche à savoir quels étaient les stratagèmes de collusion ou de corruption, il faut toujours bien savoir ce qu'est la corruption ou la collusion. Ces concepts-là ne sont pas nécessairement définis dans une loi. Ce n'était pas le cas, en tout cas, dans le cas des travaux. Donc, l'équipe de recherche appuie l'équipe des procureurs pour leur permettre de savoir ce qu'ils doivent chercher. Ça va toujours mieux quand on sait ce qu'on cherche pour éventuellement réussir à le trouver. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est celui qui vise à documenter les aspects qui sont susceptibles de constituer les recommandations du travail de la commission. Et ça implique notamment, dans le cas de la commission Charbonneau, ça impliquait d'aller voir ce qui s'était fait ailleurs à l'étranger, parce que le Québec n'a pas été la seule province, le seul endroit au monde a eu des problèmes de corruption ou de collusion dans les contrats publics. Donc, on s'est inspiré des expériences étrangères. Ensuite, donc, il y a un travail de réflexion sur, de manière institutionnelle, comment organiser les processus, les institutions, les organismes pour qu'ils puissent permettre éventuellement de prévenir les phénomènes qui avaient été constatés à la commission. Ce qui fait que c'est vraiment très intéressant, c'est qu'une journée typique à la commission, à la commission Charbonneau, j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes. Et donc, c'est un peu le rôle de chef d'orchestre. C'est beaucoup l'image qui me vient parce que je ne suis pas experte dans la question de la collusion, de la corruption, comme je ne suis pas experte maintenant des questions d'ingérence étrangère ou de secret, de secret national. Mais je suis capable de faire travailler les gens ensemble. Donc, mon rôle, c'était d'identifier avec les membres de l'équipe quelles étaient les questions pertinentes, quels étaient les experts qui allaient pouvoir nous aider à répondre à ces questions-là et éventuellement aussi à coordonner la rédaction du rapport, qui est un travail vraiment colossal. C'est une institution particulière parce qu'une commission d'enquête, c'est une institution qui est indépendante, totalement indépendante
du pouvoir exécutif, alors que les organismes administratifs plus conventionnels, disons, bien sûr, ils ont une indépendance, mais d'une nature un peu différente. Et certains, donc, les organismes administratifs qui ont des fonctions d'adjudication doivent bénéficier d'une indépendance décisionnelle. Mais lorsqu'ils font des tâches plus administratives, ils sont vraiment conçus comme étant à l'intérieur du pouvoir exécutif. Les commissions d'enquête ont un statut un peu particulier dans l'État, c'est-à-dire qu'ils sont créés par une décision du gouvernement, donc la partie exécutive de l'État, sur la base d'une loi qui donne le pouvoir au gouvernement de créer une telle commission. Mais une fois créée, la commission dispose d'une indépendance importante par rapport au pouvoir exécutif et elle a aussi des pouvoirs de contrainte et qui sont également des pouvoirs extrêmement importants. Donc, au fil des siècles, parce que ça fait des années que ces phénomènes-là existent, ces institutions-là existent, plus précisément au Canada depuis 150 ans, ce sont des institutions qui ont été fréquemment utilisées, parfois pour faire la lumière sur une tragédie, comprendre ce qui a pu donner lieu à des scandales, parfois pour étudier des phénomènes de façon plus longitudinale, je dirais. Mais ce sont des institutions qui ont donné souvent le point d'ancrage, le point de départ de réformes importantes. Et donc, c'est extrêmement intéressant de travailler dans ces institutions-là. C'est très stimulant. C'est beaucoup de travail, mais c'est très intéressant. Oui. Oui, en effet, ça semble très intéressant. Puis justement, pour continuer là, sur la lancée du thème des commissions d'enquête, vous avez récemment été nommé, là, comme on a dit, à la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère dans les processus électoraux et dans les institutions démocratiques fédéraux. Ça va être quoi vos responsabilités? C'est quoi vos responsabilités au sein de cette commission? Puis pourquoi vous croyez avoir été choisi là, pour effectuer cet important travail? J'ai l'impression que Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles on m'a demandé de contribuer aux travaux de la commission, mais je pense qu'une des raisons, c'est que j'ai participé l'an dernier comme, encore là, personne responsable de la recherche, aux travaux de la commission sur la déclaration d'urgence qui a été prononcée dans la foulée du mouvement des camionneurs en février 2022. Et dans le cadre de cette commission-là, comme le temps était extrêmement restreint, le temps dont disposait la commission était extrêmement restreint comparativement aux 4 ans dont nous avions bénéficié pour la commission Charbonneau, il fallait réinventer la manière d'organiser la recherche. Donc, j'ai l'impression que ce qui fait qu'on m'a demandé d'agir aussi pour la présente commission, c'est que j'ai une expérience qui m'a permis d'adapter les processus de recherche aux contraintes particulières de l'une ou l'autre des commissions. Dans ce cas-ci, la commission est encore une commission hybride, c'est-à-dire que dans la première partie, la question qui nous est posée comme commission, c'est de vérifier si, lors des élections de 2019 et 2022, il y a eu de l'ingérence étrangère et si oui, si cette ingérence a eu un effet sur le résultat des élections. C'est une partie au cours de laquelle il y aura des témoins donc des audiences, en principe publiques, mais qui devront, dans une certaine mesure également, composer avec la réalité que des informations sont protégées en vertu des lois qui protègent les informations qui sont susceptibles de nuire de menacer la sécurité nationale. Donc, il y a un exercice de réflexion et de recherche à cet égard-là. Comment combiner les objectifs de transparence et de secret national dans le contexte d'une commission d'enquête. Donc, le rôle de la recherche est de soutenir la commission là-dessus. Puis l'autre volet, qui est aussi un volet qui implique la recherche, c'est le volet des recommandations, comment faire pour détecter, prévenir, éviter l'ingérence dans l'avenir. Et donc, encore là, un peu comme je l'ai fait pour la commission Charbonneau, j'agirai comme chef d'orchestre d'une équipe d'experts qui vont proposer des solutions nouvelles ou peut-être adapter des solutions qui ont déjà été testées à l'étranger. Et donc, essentiellement, mon rôle, c'est de voir comment tous ces gens-là peuvent travailler ensemble. Je disais tantôt qu'on
on compare souvent, en fait, j'ai souvent comparé ce travail-là à celui d'un chef d'orchestre. L'idée aussi, c'est qu'on est chef d'orchestre, mais on compose la partition au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est quand même un défi colossal. Mais c'est intéressant parce que dans une commission d'enquête, tous ceux qui travaillent dans cette institution-là sont tous à côté de leur zone de confort. La commissaire actuelle, la juge Marie-Josée Hogg, elle va toujours être juge, mais elle n'est pas juge dans son rôle. Elle est commissaire. Donc, elle est un peu à côté de sa zone de confort. Les procureurs qui agissent au nom de la commissaire, il y a toujours un procureur principal dans une commission. Son rôle, c'est de s'exprimer au nom de la commissaire. Parce qu'en principe, c'est le commissaire ou la commissaire qui interroge, mais elle ne peut pas en même temps interroger et écouter. Donc, c'est un procureur qui fait ça à sa place. Le procureur qui fait ça, c'est un avocat ou une avocate dans ce cas-ci, qui ne fait pas ce rôle-là d'habitude. Donc, il est un peu à côté de sa zone de confort. Les témoins qui viennent s'exprimer sont accompagnés de procureurs qui ne sont pas habitués de défendre de représenter des témoins dans le cadre de ces institutions-là. Les universitaires n'ont pas la liberté de manœuvre qu'ils ont déjà. Donc, c'est une institution qui regroupe plein de gens qui sont à côté de leur zone de confort. Alors, ça crée une forme de solidarité, mais aussi une forme de... Comment dire? Il y a une forme de stress, mais c'est aussi ce sentiment de créer quelque chose de nouveau chaque fois. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Oh, merci. Puis vous semblez développer là, une expertise de chef d'orchestre que je crois qu'il va être très utile là, pour la commission. Alors, on ne saurait confirmer non plus qu'on ne saurait pas l'exclure, pour faire un petit clin d'œil à cette déclaration légendaire. Pardon. Oui. Donc, écoutez, professeur Cartier, je pense que vous avez passé sous silence un élément très important, c'est qu'une des raisons qui a fait que vous avez été retenu pour cet important travail doit sans doute être la qualité de votre candidature. Vous avez un parcours extrêmement impressionnant et de fortes réalisations. Et pour en parler justement, en 2004, votre thèse de doctorat avançait avec brio que le pouvoir discrétionnaire administratif doit être abordé dans une perspective bottom-up, comme une forme de dialogue entre l'individu affecté par une décision et l'autorité publique qui rend celle-ci. 20 ans plus tard, après l'apparition de votre thèse, voyez-vous aujourd'hui une tendance plus ou moins appuyée chez les tribunaux administratifs à adhérer à cette conception? Et plus largement, qu'aimeriez-vous dire de plus ou différemment dans votre thèse de doctorat à ce sujet si vous aviez à la rééditer aujourd'hui? C'est drôle que vous me posiez cette question-là maintenant parce que les circonstances ont voulu que, quand j'ai soutenu ma thèse en 2004, je suis devenue vice-doyenne par la suite. Là, j'ai fait des tâches administratives. Donc, j'ai jamais... Puis ensuite, la commission Charbonneau est arrivée. Donc, j'ai jamais publié ma thèse. Et donc, en septembre dernier, avant de savoir que j'allais participer à la commission sur l'ingérence étrangère, j'avais soutenu ou présenté un projet de publication de ma thèse au University of Toronto Press, projet qui a été accepté. Mais donc, il faut que je révise et que je repense à ma thèse. Et donc, il y a le professeur David Dyson-House et deux autres collègues ont organisé un workshop, un atelier de discussion sur des articles que j'avais déjà publiés fondés sur ma thèse, qui étaient en fait des chapitres de thèse. Et cet exercice-là m'a permis de confirmer que la thèse que je soutenais il y a 20 ans, et en tout cas aux yeux des participants à la discussion, était encore très pertinente et qu'elle avait même été confirmée par la jurisprudence de la Cour suprême dans les dernières années. C'est difficile pour moi de savoir si les organismes administratifs ou les tribunaux administratifs adhèrent à cette conception-là, parce qu'il faudrait que je fasse une forme de recherche empirique là-dessus, et je n'ai pas les compétences pour le faire, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, en fait, ma thèse est assez simple. C'est l'idée que quand un organisme administratif dispose d'un pouvoir discrétionnaire, en principe, la discrétion donne à son détenteur une marge de manœuvre pour décider, pour choisir. Et ma question, ça a toujours été, quand on est un individu visé par un pouvoir discrétionnaire, qu'est-ce qui fait que le choix est légitime? Sur quel fondement doit reposer la décision d'une personne qui a la liberté de décider?
Et j'ai toujours vu que cet espace de liberté comme devant être meublé par les principes qui nous sont chers dans nos sociétés contemporaines, notamment la primauté du droit et la démocratie. Et il me semblait donc que si on concevait le pouvoir discrétionnaire comme une obligation d'entrer en dialogue avec la personne visée par la décision, c'était plus prometteur et plus conforme à nos principes que de concevoir le pouvoir discrétionnaire comme un pur pouvoir qui appartient aux décideurs. C'est pour ça que je voyais la discrétion comme un système dans les deux directions. Donc, le citoyen exprime sa situation personnelle, le décideur écoute, mais l'individu doit aussi comprendre que le décideur a l'intérêt public en jeu. On ne décide pas seulement de cas particuliers. Donc, il faut que l'individu aussi contribue à la délibération sur les principes applicables. Donc, pour moi, c'est ça le dialogue entre les individus et les décideurs, plutôt qu'une situation où le décideur exerce un pouvoir qu'il projette sur le citoyen. Ce qui est d'ailleurs reflété dans l'affaire Roncarelli contre Duplessis, que tous les étudiants en droit connaissent. Dans Roncarelli contre Duplessis, le juge Rand exprimait une conception du pouvoir discrétionnaire beaucoup plus proche du dialogue que la conception du juge. Et là, je veux nommer le nom du juge dissident, ça va me revenir. Mais ce juge-là, il concevait la discrétion comme un pouvoir. La loi ne donne pas de contraintes, alors c'est au décideur de déterminer quelle va être la décision à rendre finalement. Donc, je ne sais pas si sur le terrain, cette conception-là du pouvoir discrétionnaire a percolé, mais je pense que la jurisprudence de la Cour suprême donne encore, après 20 ans, raison de croire que c'est encore la manière c'est la meilleure manière de comprendre et de justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Cartwright, c'est le juge Cartwright qui m'est revenu. Oui, voilà. Alors, bref, j'espère avoir le temps, après la commission, de publier ma thèse avant de prendre ma retraite. Donc, on vous le souhaite. On vous le souhaite. Alors, je vous place une précommande. Je vais être un de vos premiers lecteurs. Puis maintenant, peut-être pour entrer là, dans l'application pratique là, du droit administratif. En fait, le droit administratif, c'est un domaine de droit public qui encadre les relations entre l'administration publique et les citoyens. C'est quoi l'influence entre l'administration publique puis les citoyens? Là, est-ce que la politique municipale, provinciale, nationale va influencer ce domaine-là de pratique? Puis jusqu'à quel point les approches politiques que les décideurs souhaitent mobiliser pour aborder un enjeu vont se refléter dans l'application des règles de droit administratif puis de la prise de décision en leur nom? Est-ce que le politique influence le droit? Est-ce que le droit y contraint le politique? On aimerait ça vous entendre sur cette interaction-là qui est quand même complexe. Complexe, c'est peut-être même, je dirais, c'est un euphémisme. Un euphémisme, oui, parce que c'est une question extrêmement difficile, extrêmement intéressante. C'est une question fondamentale dans un État qu'on veut libre. Mm-hmm. Et il y a plusieurs réponses qu'on peut donner à cette question-là. Et c'est une question éminemment controversée de laquelle on discute depuis les philosophes grecs. Donc, je ne vous donnerai pas la réponse finale aujourd'hui, mais je vais vous dire, moi, ce qui est ma vision du rapport entre le droit et la politique. En fait, dans un texte vraiment très intéressant que le professeur Mark Walters a écrit, qui est un professeur de l'Université Queen's. C'est un thème qui a été abordé par plusieurs personnes, mais dans un des textes qu'il écrit, il décrit la différence entre, en anglais, on dit law as will ou law as reason. Donc, le citoyen moyen, disons, a souvent l'impression que le droit, au fond, c'est ce que le législateur va décider. Et le législateur, il est composé de gens élus qui ont été élus pour un programme politique particulier. Donc,
ce que le législateur va adopter, c'est ce que la majorité va adopter. Et donc, on peut tout simplement dire que le droit, c'est le reflet de la politique. Mm-hmm. C'est le reflet de la volonté, law as will, c'est la volonté du souverain. Mais il y a une toute autre manière de concevoir le rapport entre le droit et la politique. Et parce que sous ce premier volet-là, le droit est l'instrument de la politique. Donc, on a une conception instrumentale du droit. Voilà un instrument qui nous permet d'accomplir ce qu'on veut, nos objectifs politiques. Il y a une autre manière de concevoir les rapports entre le droit et la politique, parce qu'il y a une autre manière de concevoir le droit, en fait. C'est que le droit est non seulement l'expression d'une volonté démocratique, mais c'est aussi la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs qui expliquent, qui sous-tendent la décision même de vivre dans un état de droit. Pourquoi décidons-nous d'être gouvernés par le droit? C'est parce qu'on estime qu'au-delà du contenu des politiques particulières, il y a un certain nombre de principes desquels on ne peut pas déroger dans un régime qui reconnaît l'égalité des êtres humains et la liberté des êtres humains. Donc, la question du rapport entre le droit et la politique, pour moi, elle se pose sous l'angle de la légitimité. C'est-à-dire, du point de vue des individus, qu'est-ce qui fait que moi, qui suis libre au départ, c'est sûr qu'il faut accepter au départ qu'on reconnaît la liberté individuelle, mais je présume, moi, en tout cas, comme beaucoup d'autres, qu'on est libre. Alors, si on reconnaît ou si on veut préserver la liberté et l'égalité, il n'est pas suffisant d'adhérer, ou il n'est pas possible d'adhérer à une conception du droit comme un instrument au service des puissants, qui leur permet finalement d'adopter essentiellement les politiques qu'ils veulent. Donc, il faut voir ça du point de vue de la légitimité. Qu'est-ce qui, moi, m'oblige à obéir à un État, à un législateur qui me dit que je dois payer 50 % d'impôts? Pourquoi devrais-je respecter cette décision-là de la part d'un législateur élu démocratiquement? Et la réponse à cette question-là détermine, en fait, les conditions qui gouvernent le droit et la politique. Ce qui fait que dans un régime comme le Québec ou le Canada, et dans la plupart des grandes juridictions dans le monde, en principe, on pourra y revenir plus tard, mais on vit dans un régime où on adhère à ce qu'on appelle le constitutionnalisme, c'est-à-dire que l'État est contraint dans ce qu'il peut faire. Et donc, c'est évident que la politique influence le contenu du droit, mais la politique ne peut pas, à elle seule, déterminer le contenu du droit et donc contraindre les citoyens à faire ou à poser des gestes ou les empêcher de poser des gestes qui contreviennent à leur liberté. Ce qui fait que quand il y a une question extrêmement intéressante qui se pose quand on adopte une loi ou quand les députés ont un nouveau projet politique. Ils en discutent, ils consultent les fonctionnaires des ministères pour savoir comment on va concrétiser ces projets-là. Certains présentent la réalisation d'un projet politique en droit comme un processus de concrétisation. Donc, on part d'un projet, puis là, on va concrétiser comment est-ce qu'on arrive à le faire descendre sur le terrain, finalement. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle un processus de conversion. Comment convertir les politiques en droit? Et là, bien sûr, il y a des contraintes financières, budgétaires, technologiques à la concrétisation d'un projet. Donc, entre ce que les députés ont en tête et ce qui va arriver, bien, là, les fonctionnaires vont dire, écoutez, là, ça se peut pas parce qu'on n'a pas les ressources, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi des contraintes liées à cette obligation de
dépolitiser, en fait, les projets qu'on a pour les rendre conformes à ces principes d'égalité, ces principes de liberté. Donc, il y a des contraintes qui vont au-delà de ce qui est exprimé formellement dans les lois. Donc, dans un État libre, le législateur élu démocratiquement, bien sûr, a une influence majeure, mais il y a une réserve ou il y a une limite qui est exprimée à travers des principes qui font que la légitimité des décisions va au-delà de la volonté du législateur, même démocratiquement élu. C'est une perspective très intéressante à laquelle je suis pas mal certaine que plusieurs peuvent adhérer. C'est une perspective tout à fait, comme Clémence vient de le dire, particulièrement intéressante. Et on observe d'ailleurs, même depuis les dernières décades, c'est un phénomène qui est assez cyclique dans l'histoire de l'humanité, entre la recherche de pouvoir plus concentré et plus libéré d'une main et de l'autre. Mais ce que vous dites, par exemple, où on observe une certaine forme de diminution du positivisme, le droit posé, droit positif pour ceux qui ont encore... Excusez-moi, donc... pour ce qui est du droit, désolé, Bulda, donc pour ce qui est du positivisme en tant que tel, on voit une certaine mise à l'écart, un certain délaissement du positivisme plus classique, plus dur, pour embrasser une certaine forme de retour à la raison et à la légifération parmi les valeurs. Mais en même temps, il y a une espèce de retour de balancier. Que se passe-t-il lorsque les valeurs sont interprétées par des décideurs non élus qui commencent à mettre un contenu politique sur les valeurs? Est-ce que cette dépolitisation du droit ne vient-elle pas aussi avec une perte de pouvoir du législateur? La question est intéressante et fait énormément jaser et elle est très d'actualité. Elle ne va certainement pas partir. Cependant, justement, et pour parler de l'actualité qui continue constamment d'évoluer, depuis le début de votre carrière, est-ce que vous êtes en mesure de remarquer des tendances politiques qui viennent transformer la relation entre le gouvernement et les gouvernés? Si oui, quelles seraient selon vous les plus importantes d'entre elles et quels nouveaux enjeux viendraient-elles soulever? En fait, je dirais que à certains égards, la réalité dépasse la fiction depuis je dirais peut-être le point de bascule, c'est peut-être l'élection de Donald Trump en 2016. Puis je parle de certains phénomènes internationaux, pas parce qu'on n'a pas à craindre ce genre de phénomène-là au Québec et au Canada. Je pense qu'au contraire, il faut constamment être à l'affût de ce qui se passe. Mais ce dont on parlait tout à l'heure du rapport entre la politique et le droit et du fait que, selon une certaine conception des rapports entre la politique et le droit, il y a, au-delà de l'expression du pouvoir politique à travers les processus législatifs, il y a des valeurs qui viennent contraindre la marge de manœuvre du législateur. Ça pose évidemment des questions difficiles parce que pour que ce phénomène-là, pour que cette conception-là des rapports entre le droit et la politique puisse concrètement exister, ça prend des juges qui vont avoir à arbitrer, dans certains cas, le sens du droit, le sens des lois qui sont adoptées à la lumière, donc, de ces valeurs fondamentales. Et certains vont dire, et on a beaucoup entendu ça au Canada, notamment encore plus depuis l'adoption de la Charte canadienne des droits, il y a un gouvernement des juges, les juges excèdent la légitimité dont ils sont investis. Donc, c'est un équilibre très difficile à atteindre entre les deux, puis je ne suis pas certaine qu'on a, dans tous les cas, atteint l'exemple parfait. Mais ce qui m'inquiète ou ce que je constate, puis je ne suis pas la seule à le constater, c'est que à partir du moment où les gouvernants sont de plus en plus enclins à exprimer de façon extrêmement claire leur volonté de passer outre à ce qu'on estimait peut-être des protections dont il n'était plus question ou il n'était plus nécessaire de plaider l'importance. Et là, ça devient extrêmement inquiétant. Et je donnerais peut-être 2 exemples de ça. Bon, par exemple, nos voisins du Sud préparent une élection. Il y a un ancien président qui est traduit devant les tribunaux pour des crimes graves, très graves. Et il est en tête des sondages. En tout cas, tout récemment, il était encore comme pour mener le Parti républicain. Mais il fait des déclarations en disant que s'il est élu, il utilisera les pouvoirs, notamment
du solliciteur général pour poursuivre et condamner ses opposants politiques. Évidemment, ce sont des déclarations, on connaît le personnage, mais cette déclaration-là, dans l'hypothèse où il passe aussi, où il exprime l'idée qu'il pourrait également adopter des lois facilitant ce genre de mesures-là, dans un contexte comme celui-là, ça devient très difficile pour des juges d'interpréter des lois qui disent clairement qu'on passe outre à la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on fait quand on est juge? Qu'on doit interpréter des lois à la lumière des principes fondamentaux, mais que ces lois-là disent clairement on ne respecte pas ces principes fondamentaux-là. Les juges, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, et il y a des chercheurs qui ont dit dans un tel cas, ce que les juges doivent faire, et en fait tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dire on doit reconnaître la validité de la loi qui a été adoptée, mais on peut dénoncer le fait que voilà un président qui porte atteinte à la primauté du droit. Voilà quelqu'un qui a mal compris son rôle de législateur. En Grande-Bretagne, il y a un comité du Parti conservateur qui a recommandé que le pouvoir des juges soit diminué au lendemain de la décision de la Cour suprême de Grande-Bretagne, parce qu'elle s'appelle maintenant la Cour suprême, dans la foulée de la question de la prorogation du Parlement. C'est une histoire un peu complexe, mais l'idée, c'est que les juges ont renversé une décision du premier ministre britannique, Boris Johnson, qui avait, semble-t-il, menti à la reine lorsqu'il lui a demandé de surseoir lorsqu'il lui a demandé, je n'entrerai pas dans les détails, mais il a demandé, en fait, essentiellement, il a menti à la reine sur la question de savoir s'il devait dissoudre ou non le Parlement. Et les juges de la Cour suprême ont invalidé la décision, donc, qui avait été prise dans ce contexte-là. Et là, certains conservateurs ont dit, pas tout le monde, mais certains conservateurs ont dit, voilà, ça va trop loin, donc on va limiter le rôle des juges. Ce sont des phénomènes, et là, je ne parle pas de la Pologne qui a, dans les dernières années, complètement changé la composition de la Cour suprême pour remplacer des gens qui sont à la solde du parti. Là, on vient de renverser le gouvernement. Donc, il y a un nouveau gouvernement qui est prêt à revenir à un état de droit. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une Cour suprême qui est composée d'amis de l'Ancien Régime? Est-ce qu'on met tout le monde dehors? Ou quand un État a cessé de croire à la primauté du droit, c'est difficile ensuite d'arriver et de dire on va réinstaurer le principe de la primauté du droit de manière conforme à la primauté du droit. Donc, c'est vraiment des défis énormes. Alors, ce sont ces phénomènes-là que je trouve vraiment préoccupants. Puis la montée de la droite qui est nourrie par toutes sortes de situations, la guerre, les prix de tous les biens qui rendent la vie des gens extrêmement difficile, la question de l'immigration, ça favorise ce genre d'excès-là. Et moi, en tout cas, depuis le début de ma carrière, je dirais que ce sont ces tendances-là qui sont le plus susceptibles de transformer la relation entre les gouvernants et les gouvernés. Puis quand on est juriste ou quand on s'intéresse à la politique et au rapport entre la politique et le droit, ça m'apparaît être un des combats les plus importants. Il y a les changements climatiques, il y a l'intelligence artificielle. Et pour moi, la primauté du droit, c'est la liberté, c'est la dignité. Et si on n'est pas en mesure, comme juriste, de défendre ce principe-là, ben on risque de payer cher notre inaction dans le futur. Donc, je pense que c'est important qu'on y... Puis je dirais peut-être juste une dernière chose... J'ai déjà parlé de cette citation-là quand j'étais doyenne par intérim, puis c'était la journée de l'accueil. On était en 2019, puis bon, il y avait eu toutes sortes de... Déjà, c'était cette préoccupation de la baisse de la primauté du droit dans le monde. Puis un juge, durant la Deuxième Guerre, un juge américain qui s'appelait Learned Hand. Learned étant son prénom, donc il avait vraiment un nom de prédestiné. Il a fait un discours célèbre. Je pense que c'était à Central Park. Puis dans lequel il dit, essentiellement, et là je paraphrase parce que j'oublie le texte précis, mais il dit essentiellement, il faut cesser de penser que le fait d'avoir une constitution ou des juges
ça va être suffisant pour maintenir la primauté du droit. Quand la liberté cesse d'être présente dans le cœur des êtres humains, c'est comme ça qu'il dit « in the hearts of men and women », quand la liberté cesse de vivre là, elle meurt partout. Donc, ce n'est pas une constitution ou des juges il faut vraiment y croire. C'est pour ça que je dis que quand on est juriste, on dit souvent le droit, c'est pas la justice. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, quand on est dans un régime qui valorise la liberté, il faut aussi qu'on tienne à nos principes. Il faut les rappeler et puis il faut se prononcer. Il faut rappeler les gens à l'ordre, en fait, s'exprimer en faveur de ces valeurs-là. Je trouve ça vraiment extrêmement important. C'est très préoccupant actuellement. Je partage votre avis à cet effet-là. Et puis, je pense que c'est un enjeu, c'est ça, dont on doit tous être conscients puis garder en tête dans nos actions quotidiennes en tant que juriste. Puis, peut-être un autre exemple aussi, ça... Au Québec, au Canada, ça a été la pandémie. Est-ce que, selon vous, ce contexte-là de pandémie a ouvert la porte à une plus grande discrétion de la part du gouvernement qui s'est reflété dans les organismes puis les tribunaux administratifs? Comment est-ce qu'un contexte social puis politique en crise influence la pratique administrative concrètement? C'est sûr que la question de la pandémie a permis de tester ou d'expérimenter, de vivre concrètement ce qu'est un état d'urgence. Et dans toutes la plupart des théories du droit, de nombreux théoriciens du droit ont cherché à expliquer ce que peut faire légitimement un gouvernement en situation d'urgence. Pour certains, l'urgence justifie d'agir à l'extérieur du droit. On a une situation d'urgence, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme si tout était suspendu. Pour d'autres, c'est particulièrement important dans les situations d'urgence de préserver notamment les droits et libertés. Mais bien sûr, quand c'est urgent, c'est urgent. Puis on a eu un très bel exemple de ça dans le cas de la pandémie. Ce qui fait que dans un contexte d'urgence, c'est inévitable que les processus habituels vont devoir être modifiés, mais il faut travailler à des mesures de reddition de comptes. Donc, un exemple assez frappant de ça, c'est si on prend, par exemple, la déclaration d'urgence qu'il y a eu dans le contexte de la manifestation des camionneurs à Ottawa. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence en vertu d'une loi. Donc, la loi permettait au gouvernement, si certaines conditions étaient remplies, de déclarer l'état d'urgence. Sans limite, ce pouvoir-là est extrêmement dangereux parce que c'est le gouvernement qui détermine s'il considère qu'on est dans une situation d'urgence. Mais la loi elle-même prévoit que chaque fois que le gouvernement déclare l'état d'urgence, il doit y avoir création d'une commission d'enquête par la suite qui va déterminer, rétrospectivement bien sûr, si le gouvernement avait raison, avait suffisamment de motifs pour déclarer l'état d'urgence. Ce qui fait que quand on est un gouvernement, puis qu'on regarde la loi, puis qu'on dit, bon, est-ce que je déclare l'état d'urgence? Est-ce que je ne le déclare pas? C'est sûr qu'on y pense à deux fois quand on sait qu'une commission d'enquête publique va se pencher sur nos agissements au moment où on prend cette décision-là. Donc, dans un contexte d'urgence, c'est inévitable que les gens vont devoir bénéficier d'une marge de manœuvre un peu plus grande. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a des mécanismes de reddition de comptes qui s'adaptent à ce genre de situation-là pour éviter que ça devienne la tyrannie. Mais il ne faut pas penser que chaque fois que le gouvernement change sa manière de faire en raison de l'urgence, qu'il y a nécessairement un problème de légitimité. Si le gouvernement n'est pas là pour nous dire, écoutez, là, il faut arrêter d'aller dans les magasins, il faut rester chez nous parce que, à la lumière de la preuve scientifique, c'est dangereux. Évidemment, s'il y a des processus de reddition de comptes, ça veut dire qu'on va pouvoir ensuite vérifier est-ce qu'il y avait vraiment des motifs pour le faire? Est-ce que les preuves scientifiques étaient là? Le travail va se faire. Mais donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut chercher. Puis on a
je pense qu'au Québec et au Canada, on a somme toute réussi à atteindre un certain équilibre. Je pense qu'on a quand même bien réussi. Mais ce sont des périodes extrêmement difficiles sur le plan de la légitimité pour tous les États démocratiques, libéraux dans le monde. Donc, c'était une expérience empirique extrêmement intéressante, mais qu'on ne souhaite pas revivre à court terme, disons. Intéressant, oui. Agréable, peut-être pas. Plus ou moins, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, justement, en parlant de ce doux moment qui va nous marquer pendant probablement le reste de la génération, on le constate particulièrement depuis notre bien-aimée pandémie, une hausse assez déplorable des discours haineux, des insultes et des attaques personnelles lancées par des membres et des organisations du public à droite tout comme à gauche, à l'endroit des décideurs et des élus en société. Donc, sans bien sûr l'excuser. Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait un tel glissement qui amène les membres du public à s'en prendre personnellement à nos représentants et à nos élus? Comment, selon vous, cette situation affecte-t-elle les élus, les membres de l'administration, les décideurs judiciaires, dis-je? Et, pour conclure, a-t-elle un impact à l'endroit de la confiance que le public accorderait aux institutions publiques et aux tribunaux administratifs? En fait, ça, c'est une des questions difficiles auxquelles je ne suis pas certaine d'avoir de réponse. Là, je vais vous donner un peu une impression à la lumière de ce que je peux déduire comme citoyenne parce que je n'ai pas une expertise sur la question des phénomènes d'opinion publique. Mais c'est évident que la haine manifester, parce que c'est souvent de la haine, il y a de l'agressivité. Il y a toujours de la frustration. Des fois, carrément, on franchit dans la haine. C'est ça. C'est évident que ça existe et que c'est plus senti que dans les dernières années. Moi, je pense que la raison pour laquelle c'est plus présent, c'est qu'il y a des mécanismes qui favorisent cette expression-là dans la mesure où avoir la possibilité de dire ce qu'on veut de manière relativement anonyme, parfois anonyme. C'est très facile et ça, dans un contexte difficile, ça devient un exutoire et ça devient aussi un peu, parfois ça frise un peu l'hystérie collective. Si on écoute des députés lire les messages qu'ils reçoivent ou qu'elles reçoivent en ligne, c'est absolument consternant. Ça m'apparaît évident que ce phénomène-là va affecter deux éléments. Va affecter, à mon avis, l'intérêt des citoyens pour ce qu'on appelle la chose publique. Donc, personnellement, je ne suis pas certaine que j'aurais le courage d'affronter cette agressivité-là quotidiennement dans le travail que je fais. Donc, je pense que ça a des effets concrets certains. Et l'autre élément, c'est que je ne vois pas à court terme comment ça ne risque pas aussi d'affecter la crédibilité des institutions publiques. Quoique là encore, j'ai pas d'études à l'appui de ça. Il y a parfois un retour du balancier qui fait que quand les gens constatent les énormités qui sont écrites à l'égard des personnes publiques, je pense qu'il se dégage de ça aussi une prise de conscience sur le fait que on doit dénoncer ces situations-là. Mais je dois dire que c'est très préoccupant. C'est un peu... on peut faire tous son examen de conscience, mais la question de la rage au volant. Hein, c'est très facile d'être dans sa voiture et de pester contre celui ou celle qui ne respecte pas la règle du céder le passage quand ils entrent sur l'autoroute et qu'ils vous coupent le chemin. C'est facile de s'exprimer seul dans sa voiture. Ce qui est hallucinant maintenant, c'est que les gens
ne voient pas l'impact que s'exprimer sur les réseaux sociaux peut avoir sur quelqu'un d'autre. Je pense qu'on oublie que ce qu'on dit dans ces réseaux sociaux a un impact sur... c'est une chose de s'exprimer dans son auto, c'en est une autre de le faire sur les réseaux sociaux. Et moi, je dois dire que c'est un phénomène qui est assez troublant. Et là, je parle de choses que je ne connais pas, dont j'ai entendu parler, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, parce que je suis incapable de gérer plus qu'une adresse courriel. Restez-en loin, vous faites bien. C'est ce que tout le monde me dit. Mais donc, je pense qu'effectivement, c'est très préoccupant, mais il faudrait voir concrètement, est-ce que ça affecte la confiance dans les institutions? Je lisais récemment que, contrairement à ce qu'on peut penser dans les derniers mois, par exemple, les gens ont davantage confiance dans les journalistes depuis qu'on parle de l'intelligence artificielle, depuis que là, tout à coup, il y a un phénomène de repli et c'est peut-être le même phénomène qui va se produire avec les personnes publiques. Mais disons qu'on a un gros défi à relever de ce côté-là. C'est pas facile. Effectivement, il y a une grande pente à remonter à ce sujet-là. Puis maintenant, pour déjà clore cette belle entrevue, on va y aller avec une dernière question sur votre parcours. Professeur Cartier, vu votre impressionnante carrière, puis avec le recul que vous avez aujourd'hui, de quelle réalisation professionnelle dans l'ensemble de votre carrière nous diriez-vous que vous êtes le plus fier, puis comment cette réalisation-là vous a marqué? En fait, c'est drôle que vous parliez de mon impressionnante carrière parce que moi, je côtoie des gens partout dans le monde qui ont vraiment des carrières exceptionnelles et je dis que, bon, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens font. Alors, dans ce que j'ai pu faire dans ma carrière, je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est peut-être d'avoir réussi à chevaucher les deux réalités canadiennes, les deux solitudes canadiennes. Il y a une manière de faire le droit administratif au Québec qui est différente de celle du reste du Canada, du ROC, comme on dit. Et comme j'ai fait des études au Québec, en Grande-Bretagne, à Toronto, j'ai une forme de sensibilité à la différence qui existe au Québec par rapport à ce qui reste au Canada. Mais en plus, j'ai pu travailler avec des gens des deux côtés de la frontière. Puis on sous-estime la différence qu'il y a entre ces deux univers-là. Et donc, je pense que je suis peut-être une des premières, mais il y en a beaucoup maintenant. Là, mais quand j'ai commencé mon doctorat, il y avait quand même pas beaucoup de gens au Canada qui avaient cette capacité de discuter avec les autres collègues de droit administratif à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec, pardon. Et donc, ça, je me dis que c'est peut-être l'aspect de mes travaux qui se distingue un peu des travaux de certains de mes collègues. Mais je dois dire que j'ai appris beaucoup de mes collègues de la faculté, de mes collègues au Québec, au Canada. Donc, je suis le résultat de beaucoup d'influences et de rencontres, de lectures. Et puis, alors j'espère, mon objectif, en fait, c'est de continuer à valoriser ce partage-là, en fait, ces ponts-là à travers le Québec et le Canada, peut-être à travers la publication de ma thèse, qui sait, si un jour la publication peut se produire. Oui, on vous le souhaite. Puis... On se procurera cet ouvrage avec grand intérêt. Oui. Et puis, ne minimisez surtout pas l'importance de cette réalisation. Dans toute l'histoire de la Fédération canadienne, ceux qui y parviennent avec succès se comptent sans doute sur les doigts d'une main et vous en faites partie. Donc, être capable de naviguer entre le Charybde et le Scylla, des deux traditions juridiques et des deux solitudes en droit canadien et passer au travers, ça mérite mon admiration profonde. Oui, c'était une réponse pleine d'humilité, mais je vous assure que votre carrière est en effet très impressionnante puis aussi inspirante. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, donc c'est ce qui conclut déjà cet épisode. Donc, merci encore à la professeure Cartier pour votre participation puis pour la générosité de vos réponses aujourd'hui. On est extrêmement reconnaissants. Merci à tous nos auditeurs. Vous venez d'écouter le balado Affaires d'État des collines au tribunal. Je suis Clémence et je suis accompagnée de Maître François Côté, docteur en droit et chargé de cours à forfait au baccalauréat et au cycle supérieur, que je remercie également.
Nous espérons que vous avez apprécié ce 8e épisode avec la professeure Geneviève Cartier, que nous remercions à nouveau. Pour obtenir plus d'informations sur ce balado qui est disponible sur YouTube, Spotify et CFAC, ou si vous désirez en savoir davantage sur le programme de droit et politique appliquée de l'État, ainsi que pour toute question relative au programme et aux modalités d'inscription, nous vous invitons chaleureusement à venir consulter notre page web. Merci à tous et au plaisir de vous revoir au prochain épisode.